Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nuit des idées. Nous sommes à l'Institut français de Lubumbashi, la Halle de l'Étoile. La nuit des idées est organisée le 27 janvier cette année. C'est pratiquement chaque année au mois de janvier à la fin que les instituts français organisent la nuit des idées. On se rencontre, il y a beaucoup d'autres activités culturelles, mais autour aussi d'un débat d'idées comme celui-ci pour penser notre monde, penser nos communautés. Et cette fois, à Lubumbashi, nous avons retenu comme sujet de débat, de réflexion. La RDC s'est présentée comme pays solution à la COP 26, la conférence de l'ONU sur le climat, qui s'est passée la fois dernière, l'année dernière en novembre. La RDC donc s'est présentée comme pays solution. La question que nous nous posons au cours de ce débat, c'est quelles peuvent être les propositions que la RDC va faire pour justement répondre à ce défi. Ces défis qui sont très nombreux au niveau environnemental. Vous le savez, il fait de plus en plus chaud, y compris ici chez nous à Lubumbashi, et la sécheresse devient encore plus longue et la pluie arrive en retard, comme cette année. Quand elle arrive en retard, elle tombe une fois, deux fois, elle disparaît, et ça perturbe le cycle de culture, d'agriculture pour les grands et les petits agriculteurs. Les conséquences, vous les imaginez, les gens risquent d'avoir de mauvaises récoltes quand les dates de sémailles sont perturbées, par exemple. Mais aussi, les défis sont sanitaires. Il fait de plus en plus chaud dans ce monde et les maladies se développent plus vite dans un environnement chaud. Mais il y a encore plus grave que ça, mais je pense que nous allons voir ça avec les environnementalistes qui sont ici. Nous avons l'avantage d'avoir des experts parmi nous. Je commence par professeur Jean-Pierre Djibou, à ma droite, qui est professeur à l'université de Lubumbashi, climatologue. Nous avons Fidèle Bouirondé, qui est journaliste, intéressé aussi par les questions environnementales. Et messieurs à ma droite, à ma gauche, monsieur Désiré Moussassa, qui est environnementaliste, chercheur indépendant aussi. Alors, bonjour messieurs, bonsoir. Alors, bonsoir à vous aussi qui êtes présents ici. Vous pouvez à tout moment demander la parole et participer à ce débat. Alors, la question, comme je vous l'ai présentée, la RDC, à la COP 26, cette conférence de l'ONU qui parle du climat, s'est présentée comme un pays solution. J'explique un peu. Ça veut dire pour la RDC que ce monde se considère comme malade. Il fait de plus en plus chaud, les perturbations climatiques. Il y a énormément de gaz carbonique qui circulent dans l'air que nous consommons, bien sûr, et c'est parmi des facteurs de chaleur que nous ressentons de réchauffement, mais je le dis avec des mots parfois pas très précis, mais on va préciser tout de suite ce propos. Et quand il y a énormément de gaz qui circulent dans l'atmosphère, il va falloir reprendre ce gaz et le cacher quelque part où il doit être. Pas dans l'atmosphère parce qu'il nous fait beaucoup de problèmes. Alors on fait quoi? La RDC dit, moi j'ai un grand massif forestier, la forêt équatoriale et d'autres petites forêts. Et donc je me présente comme pays solution parce que cette forêt va capturer beaucoup de gaz carbonique, beaucoup de carbone qui circule et l'enfouir comme ça, ce monde peut mieux se porter. Nous avons la tourbière qui a été découverte toujours dans la forêt équatoriale. Elle peut aussi enfouir énormément de CO2 qui circulent dans l'atmosphère. Pour la RDC, on dit bien, mais j'ai une grande solution. Et les études ont montré que cette forêt devient beaucoup plus intéressante en termes de séquestration du carbone par rapport à la plus grande forêt du monde qui se trouve en Amazonie. Alors, forte donc de cette découverte et de tout cet enjeu forestier, la RDC arrive à la COP 26 pour dire « Je suis un pays solution ». Alors, ça va quoi? Ça va avec quoi? C'est toute la question que nous allons poser ici. Et je commence avec le professeur Jean-Pierre Djibou. Pays solution. Mais avant d'arriver à ça, aujourd'hui, comment se porte le monde? Je vous pose une grande question, mais je vous demande, s'il vous plaît, de rester un peu autour du Congo, mais ne vous empêchez pas de regarder globalement le problème et comment se porte le monde sur le plan climatique aujourd'hui. Vous qui faites des recherches dans ce domaine. Merci pour la question. Ce qui est vrai, le monde est malade. Je vais juste épingler pour la ville de Lubumbashi.
un cas tout à fait particulier. C'est quand même étonnant de nous rendre compte qu'on peut passer les fêtes de Noël sans précipitation. Et malheureusement, ça n'inquiète personne. Que ça soit... tout le monde est distrait. Tant qu'on peut avoir de l'eau en bouteille, tant qu'il fait chaud et qu'on peut utiliser les ventilateurs, on s'en fiche du reste. C'est un danger important. Nous sommes déjà dans une situation alarmante. Imaginez que depuis que les précipitations ont commencé dans la ville de Lubumbashi, nous n'avons que 16 jours de pluie. C'est incroyable. C'est déjà une grande interpellation. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas faire quand même détailler énormément toutes ces perturbations liées au régime pluviométrique, liées à tout ce qui est la température et aussi à l'orientation, le régime de vent. Et ça demande aussi une autre conférence éventuellement, mais tout simplement ici, on dit que nous sommes dans une situation particulièrement inquiétante pour la ville de Lubumbashi et le changement global au niveau mondial affecte exactement la ville de Lubumbashi. Nous avons maintenant ce qu'on appelle des îlots de chaleur et ça devient quelque chose de très grave dans l'ensemble de la ville. Et voilà, Monsieur Désiré Moussassa, vous voulez répondre à la même question. Quelle observation vous faites autour de Lubumbashi et dans la ville même, sur le plan environnemental, climatique, je veux dire? Merci beaucoup pour la question. Je vais aller un peu dans le même sens que le professeur, en disant que la situation, non seulement elle est critique, elle est tout à la fois catastrophique. Vous conviendrez avec moi que depuis que la saison de pluie a commencé, les perturbations sont visibles, mais personne n'y fait attention. C'est une conséquence, permettez que je le dise dans ce sens-là, avec des mots directs, de la négligence des opérateurs, tant au niveau scientifique, au niveau politique et au niveau de l'administration. Ce que nous vivons aujourd'hui comme conséquence d'une perturbation climatique qui est due au réchauffement climatique, vous l'avez évoqué dans votre introduction, en parlant des gaz à effet de serre, et vous avez pris l'exemple du CO2 qui est le gaz carbonique. Des études avaient déjà été faites. La situation que nous connaissons avait déjà été prédite. Des solutions palliatives avaient déjà été proposées. Donc, c'est catastrophique parce que si on ne fait pas attention, il y a 3 jours en arrière, j'ai rencontré 3 filles et un jeune homme au bord d'une route. Ils avaient puisé de l'eau dans des bidons. Vous connaissez que c'est la norme à Lubumbashi, les bidons jaunes. Comme c'était lourd à transporter, ils se sont arrêtés, ils ont commencé à déverser cette petite quantité d'eau qu'ils ont recueillie. En tant qu'environnementaliste, je me suis arrêté, je suis descendu de mon véhicule, je les ai interpellés. J'ai dit, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Observez, le prof vient de le souligner, il y a eu 16 jours de pluie. Quand nous parlons maintenant au niveau de l'eau que nous avons, si vous avez un puits d'eau dans votre parcelle, habituellement en janvier, aujourd'hui au 27, nos puits sont remplis aux 2/3, voire aux 3/4. Mais à l'heure qu'il est, les puits sont en deçà de 1/3 de son niveau habituel. Et si nous ne faisons pas attention... Implication, ça veut dire qu'on a de moins en moins de réserves d'eau ou comment? Pas seulement on a de moins en moins de réserves d'eau, il faut même dire qu'on n'a pas de réserve d'eau. Vous allez observer que pas plus tard qu'au mois de décembre passé, il y a eu carence d'eau, même dans les puits. Chez moi, à la maison, j'ai 2 puits. C'est pour la première fois de l'histoire de notre existence que le puits s'est asséché. Nous avons appelé les spécialistes pour continuer à élargir un peu le puits et ajouter quelques mètres pour que nous ayons de l'eau. Ils l'ont fait. Nous avons eu de l'eau 1 semaine. C'était beaucoup. Le puits s'est encore séché. Nous avons été obligés de recourir encore aux mêmes gens. Cette fois-là, ils sont allés un peu plus en profondeur. C'est ainsi que nous avons eu de l'eau aujourd'hui. Alors, quand nous avons eu les premières pluies, j'ai remarqué que le niveau commençait à monter. Mais
vous êtes avec moi d'accord. La pluie qui vient de pleuviner, de tomber maintenant, c'est après celle d'hier, il y a eu une trêve d'une semaine. Donc ça signifie nous aurons une carence en eau. Et la conséquence, vous avez parlé de l'agriculture, les agriculteurs des cultures maraîchères vont avoir des sérieux problèmes et les familles auront des difficultés en approvisionnement d'eau. La deuxième implication, c'est quoi? Lorsque nous prenons la régie de distribution d'eau que nous avons sud-ouest, qu'on appelle la régie des eaux, elle aura des difficultés à atteindre de l'eau au niveau habituel. Or, quand vous regardez la vétusté du matériel et la qualité de service de cette régie qui s'occupe de la distribution d'eau, ils ne seront pas à mesure de faire face à ça. Alors, comme une suggestion, nous allons en parler au moment où on doit parler avec des suggestions, il faudrait que les uns et les autres, à l'heure qu'il est, nous puissions nous rendre compte que nous vivons en face d'une catastrophe naturelle. D'accord. Professeur Jean-Pierre Djibou, je reviens encore à vous. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs pluies qui tombent pour que nous puissions avoir suffisamment d'eau ou comment? On a l'impression, je pose la question comme tout le monde, on a l'impression que quand il pleut, toute l'eau qui tombe là-bas ruisselle, va dans les cours d'eau et ça paraît qu'il y a un autre mécanisme qui fait que de l'eau reste chez nous ou comment? Et effectivement, il faut savoir que le système hydrologique est ainsi fait. Mais une particularité dans la ville de Lubumbashi, toutes les nappes d'eau, que ce soit station de Kimilolo, que ce soit station de Kassapa ou de Loano, ce sont des nappes d'eau qui sont alimentées par des précipitations. Quand il n'y a pas de pluie, ça ne marche pas. Alors, il s'est fait qu'on a loti les grandes parties, les grandes superficies dans le site des captages. Pour ceux qui connaissent bien Kimilolo, vous pouvez visiter, vous allez vous rendre compte que pratiquement la moitié, plus de la moitié. Loano, n'en parlons même pas, et c'est le site d'ailleurs le plus typique. Donc vraiment, pour la ville de Lubumbashi, si vous n'avez jamais vu de serpents, je vous demanderai d'aller visiter. C'est comme si c'est leur parc, la concentration de serpents que vous n'avez jamais vu, mais qui se retrouvent uniquement dans cet endroit-là. Et c'est spécifique, hein, pour les gens qui n'ont jamais vu des serpents à Lubumbashi, vous allez vous dire, mais comment ça se trouve là? C'est pratiquement à leur habitat, à leur écosystème. Mais c'est complètement à l'autre. Et nous avions pensé de construire ce qu'on appelle de maisons de forêt à Kimilolo. Pour ceux qui sont à Kimilolo, ils verront bien qu'il y a une maison de forêt qui doit jouer un rôle sur l'aspect pratiquement didactique. Et à Loano, juste au moment où on a mis le matériel, le lendemain, c'est un monsieur qui s'appelle substitut procureur, qui a utilisé les matériaux, et tout ça, c'est un financement de l'AIMF. Et là, d'ailleurs, nous sommes en problème parce qu'on doit justifier, et qui a pris le matériel pour construire sa maison au même endroit. Toutes les démarches qui ont été réalisées aux autorités, rien ne marche. Alors, imaginez-vous, et Kassapa, ça marche encore, mais Kassapa, on a fini par... qui est la première station depuis l'époque coloniale, et on a loti. Si vous avez l'expérience, question tout simplement, l'esprit touristique d'y aller, vous verrez bien que quand vous êtes à Kassapa, l'eau, ça sort pratiquement au niveau de flanc. C'est-à-dire, il y a infiltration d'eau, il faut que l'eau s'infiltre pour alimenter les nappes, et puis ça va couler, et la régie des eaux a la capacité de les donner. Alors imaginez-vous, moi je ne suis pas très loin de la RTNC, et nous n'avons pas d'eau dans des robinets, donc on est obligé d'aller chercher avec des gens qui ont des puits, du côté des amis, du côté gauche, qui ont des puits de forage, alors que la régie des eaux est incapable maintenant d'alimenter une grande partie de la ville de Lubumbashi. Ça signifie que nos nappes sont alimentées par des eaux, actuellement les eaux ruissellent. Le fait que les gens construisent les sites de captage, le fait qu'il n'y a plus de végétation, pour qu'il y ait infiltration, c'est qu'il faut que l'eau reste longtemps. L'eau coule. Maintenant, l'eau ruisselle et provoque des érosions, et ça ruisselle, ça suit la pente, il n'y a plus assez d'infiltration et les nappes ne sont plus alimentées. Et lorsque les nappes ne sont plus alimentées, bon, voilà, posons-nous la question, est-ce que quand nous manquerons d'eau dans la ville de Lubumbashi, est-ce que c'est un risque ou opportunité? Donc, c'est une question fondamentale.
Et nous avons fait toutes les démarches possibles au niveau des autorités, enfin de déloger nos amis du côté station des captages de Kimilolo. Quand vous trouvez les gens qui vous répondent automatiquement que ce sont leurs électeurs, ça pose question. C'est-à-dire, on préfère mourir au moins qu'on soit élu. Alors, tout ça, ce sont des questions. Hein. J'ai entendu quand je venais, on parlait de l'État. Alors, je me disais, quelle différence on fait entre l'État, une nation et un pays. Hein, j'étais en train de réfléchir. Donc, il faut quand même être prudent sur les notions de l'État, nation et pays. Quand est-ce qu'on devient un État, quand est-ce qu'on devient nation? Nous, nous sommes un pays, en fait. On est un pays. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Acceptons que ce soit cette situation, mais il y a... ce qui me dérange un peu, c'est de constater qu'il y a moins d'interrogations au niveau de la jeunesse par rapport au changement climatique, par rapport à tous ces problèmes qui se passent. Si vous voyez la COP26, il y a eu un peu d'avancée, nous dirons. C'est tout simplement, il y a eu beaucoup de mouvements au niveau international. Ça joue un rôle important. Et des pays se sont dit, mais il faut nécessairement qu'on fasse quelque chose. Même les pays qui étaient presque sceptiques. Simplement. Mais chez nous, c'est pratiquement, ça passe. On peut ne pas avoir de l'eau, on s'en fout. Ça ne dit absolument rien. Je crois qu'on va revenir sur cette notion des solutions dont on parle, bien sûr, pour qu'on comprenne un peu si réellement nous sommes une solution, parce que pour être une solution pour les autres, il faut l'être d'abord pour soi-même. D'accord. Et c'est pour ça qu'on va parler justement de ce que ça implique à l'interne et à l'externe. Mais avant ça, Fidèle Bouirondé, journaliste, la question que je vais vous poser ici, après avoir entendu professeur Jean-Pierre Djebou, monsieur Désiré Moussassa parler, tout de suite, je me dis, bien, on regarde la population congolaise. Qu'est-ce que nous faisons à Lubumbashi dans le sens d'un réveil, d'une prise de conscience de tous ces enjeux qui ne sont pas exhaustifs, hein, qui viennent d'être brossés rapidement ici. Vous qui êtes reporter, qui êtes journaliste, qui vous intéressez à toutes ces questions aussi, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain à Lubumbashi? Un début de mobilisation, comme dit le professeur, j'ai l'impression qu'il dit ça. J'ai l'impression que ça ne mobilise pas, même pas la jeunesse. Bien, merci pour la parole. Je crois effectivement qu'il y a de la mobilisation, mais à une faible portée, très faible portée, puisque déjà quand on parle de journalistes que nous sommes et des médias dans lesquels nous fonctionnons, il y a du boulot que nous faisons. Et en rencontrant cette population, en allant à sa rencontre pour voir ce qu'elle a comme connaissance sur des questions environnementales, quel niveau de sensibilisation a déjà été atteint et quels sont les défis encore à relever, on constate que très peu de gens sont informés. L'information ne va pas loin. Mais pourquoi? C'est aussi parce que, visiblement, les questions les plus préoccupantes pour la population, ce n'est pas vraiment l'environnement. C'est comment manger, comment dormir en paix ce soir-là et se réveiller en vie le lendemain. Ou peut-être parce aussi qu'on n'a pas expliqué jusqu'ici l'importance et les vrais enjeux environnementaux pour la population. Je voulais en arriver à ce niveau-là. C'est que, comme le professeur le disait en concluant, l'autre souci, c'est que la RDC, lorsqu'elle est sur le plan international prenant la parole, elle donne l'impression vraiment de s'inquiéter. Mais à l'interne, les vrais problèmes sont là et on n'y pense pas trop. C'est le cas de l'éducation sur des questions environnementales qui prépare la population à comprendre les vrais enjeux, les vrais défis et à adopter des comportements responsables. Puisqu'il s'agit ici de dire à moi, lui, X, Y, que voilà, sur la route, quand il n'y a pas de poubelle, on n'abandonne pas sa bouteille vide, par exemple. Puisque c'est la même bouteille-là qui va causer des problèmes une fois qu'elle sera en communication avec une autre jetée par X, Y et qu'on aura un tas de bouteilles abandonnées quelque part. Ce n'est qu'une interpellation qui devrait être répétée de manière à ce que dans la tête du citoyen rentre une sorte d'alarme à chaque fois qu'il a quelque chose qui pourrait porter atteinte à l'environnement, que les citoyens sachent que non, ici n'est pas un bon endroit pour ça, là, c'est là qu'il faudrait le laisser. Et donc, je pense qu'ici, il y a une carence en termes de préparation des mentalités à comprendre qu'est-ce que c'est l'environnement, comment se comporter vis-à-vis de celui-ci, puisqu'il n'est plus qu'environnement tout court. C'est notre habitat, c'est notre maison à nous, c'est notre bien commun, et chacun de nous est responsable. Mais cette responsabilité n'est pas encore comprise. Pas comprise parce que personne ne nous prépare à ça. Et nous, médias,
les professeurs qui sont avec nous, les chercheurs qui sont avec nous, nous faisons du travail, mais dont la portée n'est pas assez large, parce que nous ne sommes pas assez appuyés. L'État ne s'y est pas non plus investi. Je me demande, comme les professeurs, dois-je dire l'État ou le pays ne s'est pas investi? Je ne sais pas, mais j'avoue que là-dedans, il n'y a pas assez d'investissement public pour que la population comprenne ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit éviter. Et malheureusement, les peu de connaissances déjà partagées n'ont pas assez de fruits. Avant qu'on passe à la seconde étape, maintenant, justement, regardez ce que ça implique, ce que ça veut dire en réalité être pays solution. On va faire ce décryptage, mais je prends d'abord cette question. D'accord, merci. Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Moi, c'est Costa Chinsam, je suis médecin et blogueur, membre de la barrière RDC. Moi, je suis un peu peiné quand je vois tout ce qui se passe sur cette question du climat, de l'environnement. La RDC se présente en tant que pays solution. Mais moi, je me pose des questions. Comment est-ce qu'on arrive à s'imposer sur une scène internationale en tant que pays solution, alors que dans le discours, tout ce qu'on fait, c'est quémander de l'argent. Hein, on va là-bas, COP26. Hein, il y a un ami qui me faisait rire, qui me disait, cette histoire est Zanango COP. Donc, les gens vont se lever, aller là-bas, je ne sais pas, à la COP26, pour dire, donnez-nous autant de millions. Et quand vous regardez, généralement, la RDC ne reçoit même pas la moitié de ce qu'elle demande. Parce que justement, sur le plan international, nous ne pesons pas. Pour pouvoir nous imposer en tant que pays-nation, il faudrait qu'on ait une diplomatie forte, il faudrait qu'on ait des moyens d'imposition que nous n'avons pas. Premier problème. Je disais tantôt que j'étais médecin. Hippocrate nous recommande à nous médecins d'avoir l'embonpoint pour pouvoir s'occuper de la santé de l'autre. Donc moi, je ne comprends pas, et Fidèle l'a dit ici, c'est très difficile que ce message passe au travers de cette population qui a faim. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas à manger, qui n'a pas de quoi se nourrir, puisse prendre conscience des vraies questions environnementales? Comment vous expliquez cette magie? C'est très difficile. Et donc, il y a un travail important à faire dans notre pays, au niveau de notre gouvernement. Pour que cette question puisse être mise à table, il faudrait que nous atteignions un certain niveau de vie. D'accord? Mais aussi à l'échelle internationale, on ne va pas se dire nation solution quand on va là-bas pour demander de l'argent. Encore moins, on n'en reçoit même pas 50%. Et donc, pour moi, c'est comme un jeu. Et après, je comprends bien toutes les inquiétudes soulevées par les experts, mais après, je regarde, je dis, vous accusez la jeunesse, vous dites la jeunesse ne se pose pas de questions. Vous voulez qu'elle fasse quoi, cette jeunesse affamée? Les gens ont faim, comment voulez-vous qu'ils commencent à réfléchir sur ces genres de questions alors qu'ils ne sont même pas écoutés quand il s'agit de petites choses? Donc voilà un peu toutes les difficultés qui font que de telles questions puissent passer comme ça. Moi, je suis blogueur, j'en parle, mais parfois les gens vont te regarder, ils te disent, mais mon cher, tu ne comprends pas nos vrais problèmes. Donc, l'impression que ça donne à un moment donné, je chute par là, c'est que vous nous mettez dans une sorte de débat qui donne l'impression de ne pas nous ressembler. C'est comme si vous prenez nos vrais problèmes, vous le mettez de côté et vous nous imposez un problème qui n'est pas le problème primaire. Merci, docteur. Le premier Costa. problème, c'est que nous avons d'abord faim. D'accord. On va prendre l'autre. Ah, d'accord. Avant d'aller plus loin, mademoiselle ou madame. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Zoura Mokazi, médecin stagiaire. Alors, moi, je pense que c'est une question et à la fois aussi une réflexion. Nous avons des problèmes environnementaux, mais comme Dr Costa vient de le dire, la population a faim. Mais moi, je pense qu'il faut amener la population à comprendre que si nous ne réglons pas nos problèmes environnementaux, la famine va nous tuer. Parce qu'après, c'est la terre qui nous nourrit, vous voyez. Bien sûr, la faim, c'est déjà un grand problème environnemental. Exactement. Alors, on se concentre à dire qu'on a faim,
mais on ne prend pas soin de ce qui doit nous nourrir. Et pour moi, en tant qu'on a des experts devant moi, je pense qu'il faut penser à comment résoudre ces problèmes, parce qu'on va se retrouver dans un cercle vicieux. On a des problèmes de changement climatique, et de l'autre côté, on a un problème où la population réclame la nourriture, mais si on néglige de ce côté l'environnement, dans 5-10 ans, il n'y aura pas la nourriture. Mais si aussi de l'autre côté, on n'arrive pas à nourrir notre population, l'environnement, vous voyez qu'on est dans un... J'essaie de vous faire comprendre que nous sommes dans un cercle vicieux. Et si on continue à faire comprendre à la population qu'il y a tel problème, et on doit tous balancer les deux problèmes. Ça, c'était ma première réflexion que je voulais partager avec vous. Deuxièmement, l'État est défini par la population. Et la population, c'est nous. Le professeur l'a dit, on ne peut pas se définir comme étant une solution pour les autres sans être une solution pour nous. Au Congo, les problèmes, c'est qu'on veut tout. On veut que le gouvernement vienne faire tout. Mais le gouvernement, c'est qui? L'État, c'est qui? La nation, c'est qui? Et c'est quoi un pays? Je pense aussi qu'il y a un grand problème sur la définition de ça pour nous permettre d'avancer. Et de l'autre côté, les gouvernements, je pense que la population doit comprendre que si le gouvernement est là, c'est nous. Ce n'est pas que le gouvernement doit nous diriger, mais on doit amener la population à comprendre son pouvoir qu'il a sur le gouvernement et pas l'inverse. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. On prend monsieur. Nous reviendrons à vous après. Donc, donnez à monsieur derrière. Je vais vous donner la parole, excusez-moi. Ah d'accord, bon. On finit. Il a demandé avant. Moi, c'est monsieur Jibango Jean-Yves. Les problèmes de l'environnement, c'est un problème qui engage tout le monde. Bien que les gestionnaires sont là, la grande question est de savoir les fonds forestiers. Qu'est-ce qu'on fait avec national? Parce qu'il y a un fonds pour ça. Lorsque nous sommes investis, nous trouvons qu'il y a les fonds. Et ces fonds-là, on fait quoi avec? Si vous posez la question, est-ce qu'il y a-t-il même une concession ou des hectares auxquels on est tenté de faire le reboisement? Il n'y en a pas. Mais c'est beau de le dire. Sensibiliser la population, c'est bien. Mais la population dépend de ces forêts-là. Qu'est-ce que nous préconisons pour que la population ne puisse pas dépendre de bois énergie? Parce qu'à l'époque, on pouvait prendre les braises à 30 km, à 20 km. Maintenant, nous allons à 200 km. Vous voyez ce que ça fait. Alors, ça veut dire que nous avons coupé les bois jusqu'à 25 km. Voilà. Jusqu'à 30. Maintenant, c'est 200 km pour trouver les braises. On est tenté de couper les arbres, battre les arbres, mais nous ne faisons pas les reboisements. Est-ce qu'il y a-t-il une sensibilisation? Oui, sensibiliser, c'est bien. Informer la population, c'est bien. Quels sont les mécanismes? Quelles sont les solutions palliatives? Vous proposez quoi? Merci. Lorsque vous les interdisez. Merci. Bien, dernière intervention ici, monsieur devant. Oui, merci. Étudiant en architecture, la première question, j'aimerais savoir, c'est quoi qui représente au fait les réchauffements climatiques? Au fait, j'aimerais avoir conscience et que tous les jeunes ici présents puissent comprendre c'est quoi les réchauffements climatiques, qu'est-ce que ça va impliquer dans l'avenir. Avoir conscience au fait du réchauffement climatique va peut-être nous permettre d'aborder la plupart des questions. Aujourd'hui, tel que le professeur le disait, j'avais un peu du mal à comprendre pourquoi il y a carence d'eau à Lubumbashi. Je peux me poser une question pour dire, mais où est partie cette eau-là qui est alimentée? Est-ce que la chaleur a absorbé ça et a fait disparaître ça? Ou est-ce que ça se trouve quelque part dans l'espace et ça attend un moment, c'est renfermé quelque part? Mais pourquoi? En fait, il y a un tas de questions, une tonne, disons beaucoup de questions qui ont envahi ma tête. Premièrement, pour penser à des solutions pour
que je puisse chercher, me dire que non, je dois faire ça, je dois faire ça. Je dois comprendre avec netteté ce que doit ou ce que va impliquer les réchauffements climatiques. Et ma question est adressée précisément au professeur. D'accord, il va répondre tout à l'heure. Bon, dernière intervention, puis je vous donnerai la parole après. Merci beaucoup. C'est Jean Gandou de Radio Capi, une fois de plus. J'ai une petite préoccupation. Si vous empruntez l'avenue Boulevard Katouba, qui va vers la commune de Katouba, vous vous rendrez vite compte que la rivière Lubumbashi est en train de sécher. Pour ceux-là qui ont vécu à Lubumbashi, ils savent très bien qu'on ne pouvait pas quitter le boulevard Katouba et aller du côté Mouimbila. Mais pour l'instant, vous verrez que la rivière s'est vraiment rétrécie, si bien que quelqu'un peut quitter d'un bout vers l'autre. Ma petite préoccupation de savoir, cela est dû à quoi? Est-ce qu'on ne peut pas un jour se retrouver et, en passant sur le boulevard Katouba, il n'y a pas de rivière? C'est dû à quoi? Merci. Merci beaucoup. Alors, commençons par ça, professeur. Monsieur Désiré Moussassa. Merci bien. Je suis content d'entendre toutes les différentes interventions et ça nous met sur la piste des solutions. La première chose qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'est-ce que c'est que l'environnement. Souvent, les gens entendent parler de l'environnement sans en connaître le contenu. Tel que nous sommes ici, nous constituons d'abord des éléments premiers de l'environnement. Et à prendre la question que le médecin, le premier, je crois que c'est M. Oscar, Costa, lorsqu'il intervenait en parlant de solutions qu'il attend de nous en tant qu'experts, la première des choses, il faut une vulgarisation. On doit faire comprendre à la population, aux intellectuels que vous êtes, aux médecins en action que vous êtes, et vous-même en tant que médecin. Je vais vous donner un exemple que ça ne vous choque pas. Et vous et moi, nous avons des masques pour nous protéger parce qu'à un certain niveau, on a gaffé l'environnement et nous sommes obligés de mettre ce masque. Mon cher médecin, après usage de ce masque-là, qu'est-ce que vous en faites? Donc vous allez encore polluer votre environnement, le milieu où vous vivez. À l'exemple que le prof ou le journaliste a donné, lorsque quelqu'un a pris une bouteille d'eau, il a vidé son contenu, il va la jeter encore dans l'environnement. Comment est-ce que nous conscientisons les gens? Si nous avons accepté à venir à cette conférence débat, c'est parce que nous voulons conscientiser les gens. Et les premières personnes qui doivent être conscientisées, c'est vous, la classe active, et les médecins, les enseignants, professeurs comme il est, les journalistes, parce que vous êtes en face de la grande masse populeuse qui ne comprend rien de l'environnement. Madame médecin stagiaire a dit, comment voulez-vous parler de l'environnement alors que la population a faim? Cette population doit être informée des enjeux de l'environnement et des conséquences que cet environnement malsain peut apporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il y a carence de pluie. Ça signifie que demain, il n'y aura même pas les matembélés dans un jardin. Alors, la faim sera plus grave encore. Oui, ça sera une carence qui va amener, vous êtes médecin, d'autres maladies dues à la mauvaise alimentation. Donc, la première chose, c'est une prise de conscience collective. Déjà, au sortir de cette conférence, vous êtes nos premiers représentants dans la masse populeuse. Vous allez leur dire, en commençant, si vous êtes marié, vous avez une femme, et là des frères, vous leur parlez de ce que vous aurez appris aujourd'hui. La deuxième chose, lorsque vous parlez de l'environnement, je crois que vous avez suivi le discours du chef de l'État à la COP 26. Le chef de l'État a été un sourd qui parlait des problèmes qu'il ne connaissait pas. C'est ainsi qu'il n'a pas proposé de solution. Il a simplement dit « Mon pays est une nation solution à cette crise ». Réfléchissons ensemble. Allons dans un grand village où il y a 500 000 habitants. Et l'homme le plus pauvre de ce village se propose d'aller épouser la fille du roi, l'unique fille du roi. Et il décide d'habiter avec dans sa petite case. Imaginez-vous un peu la suite. C'est un peu ce que la RDC est en train de faire. Peut-être que vous ne le savez pas. En parlant, vous avez parlé du fonds forestier. Le fonds forestier existe. N'allons pas très loin. Quand vous parlez du fonds forestier, c'est abstrait. Les gens ne comprennent pas ce que c'est et ils ne savent pas ça se trouve où.
allons sous l'avenue N'Djamena. Vous avez ce qu'on appelle le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, qui existe et qui est financé non seulement par le gouvernement congolais, même par la communauté internationale. Il y a un gouverneur, un ancien gouverneur, je ne vais pas citer son nom, il avait reçu de l'argent du Fonds de promotion de l'industrie. Il s'était proposé d'ouvrir une entreprise de production des boissons sucrées sur place. Il a perçu l'argent, au-delà de 600 000 $. Il n'est plus gouverneur, il n'est plus dans les affaires, et à l'heure où je vous parle, il n'y a ni aucune succursale de représentation d'une entreprise de production des boissons sucrées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on prend conscience, la RDC s'est proposée comme pays solution, c'est bien vrai. Lorsque nous ne savons pas gérer nos propres projets, vous avez pris le projet de 100 jours, l'argent a été détourné. Vous avez dit non, nous allons pallier cette situation de crise. Vous avez parlé maintenant du développement de 145 territoires. Avant ce développement de 145 territoires, il y a eu de l'argent qui est sorti. Maintenant, quand nous rentrons dans le fonds forestier, est-ce que vous savez que votre gouvernement, après la COP26, a reçu déjà d'abord une première partie, 200 millions de $, qui se trouve casée dans une banque, et ensuite, il attend qu'on lui ajoute 300 millions de $ pour essayer de reboiser. Permettez que je le dise, en tant que quelqu'un qui s'intéresse à l'environnement, oui, je termine. J'ai essayé de visiter la forêt équatoriale. Je suis allé au Congo-Brazzaville. Ce qu'on vous présente, quand il a dit on a coupé la forêt de 25 km, ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Lorsque vous prenez les contrats forestiers avec les Chinois, qui sont parmi les plus grands pollueurs de la planète, aux côtés des États-Unis et de la communauté européenne, de l'Union européenne. Ce sont ces Chinois-là, lorsque vous êtes sur la route, vous partez de Pointe-Noire en passant par Dolisie, vous rencontrez une forêt qui est décimée. Non seulement les gros arbres qui devaient couvrir cette forêt ont été coupés, transportés pour être vendus, et la population, quelqu'un a parlé de la population qui dépend de cette forêt-là, elle est en train de couper ce bois pour en faire la braise, elle est en train de couper ce bois pour faire son champ. J'ai quitté le Congo-Brazzaville, je suis allé au Rwanda. Voilà un peuple qu'il faut applaudir en Afrique centrale, dans la communauté des États des Grands Lacs. Ils ont pris conscience. Et comment ça s'est fait? C'est de bouche à oreille. Le gouvernement, ayant entendu les conseils des experts tels que nous sommes ici, le professeur, les journalistes, et nous, et le gouvernement a créé des comités de vulgarisation pour pallier à la situation de l'environnement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé le ministre qui s'occupait de l'environnement, c'était une dame. Elle est allée faire des visites à l'extérieur du pays, jusqu'en Chine. Quand elle est rentrée, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont une forêt de bambous le long du fleuve Nil, de fond en bas. Voilà un peuple. Et le Congolais devra imiter cet exemple-là. Merci. Nous devons nous conscientiser. Alors, professeur Jean-Pierre Djibou, une question pour vous. On vous demande, ça veut dire quoi le réchauffement climatique? Et puis, de l'eau qui vient à tarir ou à disparaître, ça veut dire comment ça se constitue? Merci. Je remercie l'étudiant en architecture. Et c'est une très belle question. Je voudrais revenir par rapport aux médecins et médecins stagiaires. J'ai toujours taquiné mes collègues médecins en leur posant des questions. Et chaque fois, ils me disent, mais le malade qui est là, il respire encore. Je leur dis, mais il respire quoi? Il dit, l'oxygène, ça vient d'où? De l'hôpital? Mais non, ça vient de quoi? De la plante, de l'arbre. Ces poumons-là qui jouent un rôle important. Donc, voilà. Et vous connaissez très bien le mécanisme de photosynthèse, ce que nous absorbons et ce que nous renvoyons comme le dioxyde de carbone. Et il faut qu'il y ait un élément qui absorbe pour stocker ce carbone et puis encore rééliminer
l'oxygène dans... Et c'est la plante qui fait son travail. Et l'environnement, comme a dit notre ami ici, nous ne sommes pas des éléments hors environnement. Saviez-vous, parce que parmi vous, il y a des gens qui lisent la Bible, j'ai toujours fait ça parce que tout le monde se dit chrétien, même si nos pratiques ne le reflètent pas. En réalité, quand vous lisez la Genèse, on va vous dire, au commencement c'était quoi? On vous dit c'était le soleil et voilà la lumière. Mais extraordinaire, parce que cette lumière avait un sens. Pour qu'il y ait métabolisme, on a besoin de l'énergie. Ah, on a quand même un Dieu qui est écologue, en fait. Moi, je l'apprécie. J'ai dit que c'est un bon scientifique, si c'est Dieu-là. Et puis, imaginez-vous, on va vous dire le deuxième jour, le troisième, puis on fait séparation des jours, et puis finalement, quand il y a alternance, ça joue des saisons, et puis finalement, et des plantes. On commence par les plantes. En ce qui concerne tout ce qui est bio, que nous appelons en écologie les facteurs biotiques. On commence par les plantes, et puis ce sont des animaux, et enfin c'est l'homme. Imaginez-vous, parce qu'on s'est dit que si la plante peut produire de l'oxygène, l'homme aura la facilité de pouvoir l'utiliser, mais si également les animaux, parce qu'il y a des éléments minéraux que nous ne pouvons pas synthétiser en mangeant directement ça, il faut que ça passe par d'autres êtres, par des animaux, et que ce soit nous mangeons des animaux et que ça devient assimilable dans notre organisme, à ce moment-là, un autre facteur. Premier jour, deuxième et tout ça. Donc vous avez les 3 premiers jours, ce sont les facteurs abiotiques, les conditions physico-chimiques pour que la vie soit possible. Et on commence avec la vie végétale, la vie animale et puis l'humain. Extraordinaire dans tout ça, les dieux, je vais l'appeler comme ça pour que les gens ne disent pas que je suis athée, le Dieu, il finit par dire que voilà, tout est bien. Et chaque fois qu'il le faisait, que tout était bien. Et nulle part il a dit que le moustique était mauvais, nulle part il a dit que le serpent était mauvais, nulle part il a dit que le lion était mauvais. Alors moi je me pose la question, d'où ça vient? Dans la Bible ce n'est pas écrit, au moins que quelqu'un me le dise, mais j'ai lu la Bible comme un scientifique, mais nulle part c'est écrit que les animaux sont mauvais. Alors, vous imaginez que c'était bon et c'est bon, donc il a créé ces mécanismes, ces problèmes. L'homme devient facteur. Nous ne sommes rien par rapport à la nature. Sur 1,6 million espèces qui existent sur Terre, l'homme est parmi ces 1,6 million espèces. Alors, imaginez-vous, si nous enlevons ça, 1,5 million, nous on a 9 espèces, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on représente? Rien du tout. Donc la nature peut exister sans nous, mais nous ne pouvons pas exister sans la nature. Et lorsqu'on intègre cet élément, et qu'on s'est dit, nous faisons partie de cet écosystème, de cet habitat, nous faisons partie, en écologie, nous appelons l'homme comme un animal. Effectivement, quand nous faisons notre pyramide, nous savons que les décomposeurs sont les êtres les plus importants. Donc ce sont ces êtres qui finissent par nous décomposer. On peut tout faire, on peut être un bon karatéka, un boxeur, puis on finit par l'hôpital, parce qu'on vit avec les bactéries, avec tous les champignons, des bactéries, des microbes, ils finissent par nous décomposer et nous remettre dans les cycles naturels pour que les choses fonctionnent normalement. Je n'entre pas dans des considérations, on dit l'homme c'est supérieur pour les chrétiens. Bon, moi j'ai réfléchi autrement à ce moment. Donc notre pyramide nous dit que les décomposeurs sont les plus importants. Parce que s'ils ne faisaient pas ce travail, quelle serait cette terre si rien ne serait décomposé? C'est la catastrophe. Ça, ce sont toutes ces questions qu'on se pose. Donc nous faisons partie de cet élément-là. Et là, je vais vous encourager davantage, parce que vous êtes présents. À la COP26, il y a eu une lettre signée par 14 000 hôpitaux et 41 millions de médecins et de personnel de santé, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire ils cherchent ce qu'on appelle un système résilient, un système de santé résilient au changement climatique. C'est très important. Donc, quelque part, déjà, ce serait intéressant que vous y entrez, ce n'est pas l'affaire des autres. Voilà, professeur. Et l'autre question? J'arrive à la question de notre ami en ce qui concerne les changements climatiques ou le réchauffement. Imaginez-vous, je donne un exemple, essayez peut-être avec quelques images. Lorsqu'on produit autant de dioxyde de carbone,
Je prends les Makala. Nous détruisons les arbres et nous avons des sacs, des tonnes de sacs qui entrent à Lubumbashi. Et lorsque vous préparez, vous faites la cuisson, et vous êtes tout le temps de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez maux à la tête. La tête fait très mal, vous avez mal à la tête, ça signifie que vous êtes en train d'inspirer les dioxydes de carbone, parce que vous êtes très proche. Ça signifie que chaque ménage est en train de produire autant de dioxyde de carbone. Ça serait encore dangereux d'accuser les autres. Nous en produisons en grande quantité. Alors, lorsque nous produisons ces dioxydes de carbone, ils arrivent au niveau de l'atmosphère, ils trouvent, plus la concentration augmente, parce qu'il existe déjà un dioxyde de carbone dans l'atmosphère, comme composition chimique de l'atmosphère. Une fois la concentration augmente, ainsi que de gaz méthane, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que ça soit dissipé dans l'espace, cette énergie retourne également au niveau de la Terre. Et la température augmente. Et cette température qui augmente, et ça nous dit que nous, on parle de réchauffement climatique. On dit qu'il fait chaud parce que cette température augmente. L'énergie, vous prenez le soleil, c'est la première source d'énergie. Et vous émettez deux types d'énergie, ce qu'on appelle des flux de chaleur latente et sensibles. Il y a une partie juste pour faire augmenter la température de tout corps à la surface de la Terre. Tout se fait par agitation moléculaire, certainement, ou par conduction. Mais il y a une partie pour l'évaporation et l'évapotranspiration. Ça répond à la question, où va cette eau? Plus il fait chaud, ça s'évapore. Ce qui était liquide, ça s'évapore. Ça s'évapore, c'est tout à fait normal. Alors maintenant, si vous avez une grande quantité d'eau dans l'atmosphère, certainement, ça peut constituer des nuages. Mais parce qu'il y a une perturbation au niveau des régimes de vent, qu'est-ce qui va se passer? Les nuages qui peuvent se former ici à Lubumbashi peuvent être emportés par les mécanismes de vent et aller donner des précipitations au Malawi ou bien en Zambie, tout simplement. Ici, on n'en a pas parce qu'il y a une perturbation. Et c'est un système tout à fait particulier et qu'il faut comprendre que une fois l'énergie arrive, pendant, ça c'est la journée, vous savez voir ici, je sais vous voir, effectivement, ce n'est pas que sur le plan physiologique, la nature nous a donné de faire la séparation des couleurs, non. Mais c'est parce qu'il y a un spectre solaire qui permet à ce que, dans ce spectre où vous avez les violets, les bleus, les jaunes et les visibles, nous permet pendant la journée de distinguer. Voilà pourquoi la nuit, nous ne pouvons pas distinguer des couleurs. Si c'était sur le plan physiologique, vous pouvez être dans tout ce qui est noir, il est difficile de distinguer les couleurs. Mais pourquoi ça se fait la journée? Parce que ce sont ces rayonnements, ces infrarouges, ces rayonnements de grande longueur d'onde, finissent également par retourner. Lorsqu'ils arrivent à la surface, ils chauffent, ce qui trouve qu'il fait très chaud à la surface, l'évaporation, ça retourne, trouve une barrière et redeviennent à la surface. Professeur, je vais vous demander à présent de répondre à la dernière question. Ouais. Quand vous allez sur le boulevard Katouba, Ouais. Vous arrivez quelque part, on se rend compte que la rivière est en train de se rétrécir. Quelque part où on ne pouvait pas facilement passer vers l'autre bout, aujourd'hui il y a une voie. Qu'est-ce qui arrive? C'est normal, par le fait que la ville, il n'y a pas d'urbanisation, et la ville de Lubumbashi est dans un géosynclinal, c'est la rivière Lubumbashi qui sépare, normalement qui devait être le patrimoine de la ville, avec énormément des hôtels tout autour, parce que ça donnait le nom à la ville de Lubumbashi. Malheureusement, vous pouvez voir le même cas au niveau de... Quand vous allez côté Cercle Épique, je pense, et vous allez constater qu'il y a quelqu'un qui a fait la clôture et qui a pris les lits de la rivière. Et une rivière a pratiquement 3 lits, donc les lits mineurs, les moyens et majeurs. Donc quand il y a inondation, il peut se retrouver dans les moyens. Quand ça vient encore après, au temps de 50 ans, ça allait dans les lits majeurs. Mais dans ces lits-là, ce sont ce qu'on appelle des replats. Vous avez des végétations qui jouent le rôle d'absorber les éléments minéraux et éroder également, qui viennent du versant à cause de précipitations, protéger la rivière contre l'ensablement. Mais malheureusement, le lit majeur, on a construit, et quand on se rend compte que c'est faisable, on va sur les lits moyens, on construit, et finalement, la rivière n'a plus rien, n'a que son lit mineur, et les sables, ça finit par encombler. Au fur et à mesure, les sables qui comblent la rivière, le lit, et
ça disparaît et les gens sont contents de continuer à construire parce que pour eux, ils ont besoin de l'espace. C'est là aussi que ça revient, toutes ces notions de l'État, toutes ces notions-là qui demandent qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger, pour éviter ces zones à risque, ces zones qui peuvent nous donner, voilà, qui jouent aussi un rôle en dehors du rôle écologique et aussi le rôle esthétique. Professeur, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que quelque part, la rivière reçoit de moins en moins d'eau? Qu'à la source, il y a moins d'eau? Je ne sais pas. Non. À l'origine, on pompe moins d'eau, de sorte qu'en aval, il n'y a plus beaucoup d'eau qui coule. Les deux versants, que ce soit du côté Katouba, que ce soit du côté, par exemple, Kamalondo ou Kenya, continuent à déverser des eaux. Mais la rivière peut être inondée, ça peut vraiment être suffisamment quand il pleut, beaucoup. Mais l'eau ne sait plus, comme l'eau ne sait plus aller dans le sens horizontal, prend la hauteur, peut-être les gens qui sont là-bas, il y a toujours des catastrophes pendant un bout de temps, et puis, bon, ça va disparaître avec l'évaporation et aussi une petite partie des filtrations. Il n'y a pas de souci, parce que la rivière en question doit être alimentée avec ça, parce que c'est sur un versant. Mais malheureusement, c'est construit. Quand c'est construit, les dangers deviennent beaucoup plus élevés et nous sommes en train de perdre beaucoup de rivières et surtout dans la grande région ici du Grand Katanga, on a perdu beaucoup de rivières comme ça. Et il y a des rivières qui n'ont de nom que pendant la saison de pluie. Alors, je voulais peut-être terminer rapidement, rapidement, oui. Et en ce qu'on disait, faisons attention hein, si les jeunes, si nous avons des jeunes ceux qui sont rassasiés peuvent nous être dynamiques, parce que tout le monde n'est pas affamé. Hein. Il faut éviter de parler trop de population. Hein, on suit ça dans certains partis politiques, la population, même si c'est 3 personnes entre eux. Et ce qui est important, c'est de dire ceux qui ont bien mangé peuvent être dynamiques. Et ils peuvent aider ceux qui n'ont pas mangé à comprendre. Mais il faut savoir qu'on ne peut manger que si on a de pluie, que si les végétations poussent. Actuellement, demandez aux fermiers, hein, ils vont vous dire c'est catastrophique maintenant pour la production agricole. Donc, nous allons continuer à consommer ce qui vient de la Zambie. Merci. Bien, merci beaucoup, professeur. Et donc, on va continuer ce débat sur la nuit des idées, dans le cadre de la nuit des idées ici à l'Institut français. Je vais vous redonner la parole, mais il va falloir qu'on progresse encore d'un pas, puis on va relancer le débat comme ça. La RDC s'est présentée comme pays solution lors de la COP26, vous le savez. Alors, quelles peuvent être les solutions, quelles peuvent être les propositions pour la RDC? Alors, les solutions envisagées à ce jour, mes fidèles Burundais, vous avez entendu justement naître ce discours, la RDC, pays solution. Comment comprendre ça d'abord pour que ce soit bien plus clair? Ça veut dire quoi? Bien, à mon niveau, je pense que lorsque la RDC se présente comme pays solution, il prend, ou plutôt elle, la RDC prend conscience de l'existence d'un problème qui est un problème mondial, et c'est le monde auquel appartient la RDC elle-même, et donc qui est parmi les victimes, parmi ceux qui sont impactés, parce qu'il faut rappeler que, selon une étude que moi j'ai lue, l'Afrique renferme le plus grand nombre de pays pauvres. Or, ils sont parmi les plus impactés par les effets du changement climatique. Mais la chance aussi pour l'Afrique, ou la malchance à la fois, j'ai l'impression, c'est qu'elle renferme aussi beaucoup d'opportunités pour sauver le monde en termes d'environnement. Et parmi les forces de l'Afrique, il y a la RDC qui prend de plus en plus conscience de ce qu'elle est et qui veut se vendre. En tout cas, je pense. Un peu de marketing? Je crois un discours bien. Marketing? Voilà, c'est les mots. Je pense que la RDC fait du marketing de ce qu'elle est et de ce qu'elle a. De toute façon, ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal, si seulement ça profite à la RDC. Puisqu'au bout du compte, c'est mettre sur le marché, attirer les moyens, puisque le monde, la planète en a besoin de la RDC et de ce qu'elle a, ou de ce qu'elle est. Et alors, pour ça, il faut des moyens pour la RDC. C'est ça la vente, c'est le marketing, on fait le self-branding. Et après, les moyens rentrent. J'ai appris du chercheur à mes côtés qu'il y a des moyens qui sont déjà en attente et qui doivent être complétés pour que voilà, quelque chose se fasse en termes de reboisement. Mais on sait comment ça se passe. C'est des moyens malheureusement qui vont arriver et qui vont servir des têtes et non la République. Cette fois, on espère que ça va servir à quelque chose. Et ce sera la bonne, tant mieux. Et donc, la RDC Pays Solutions, c'est tout ce que nous avons, tout ce que nous chantons tous les jours comme deuxième poumon de la planète. Nous avons des
un réseau hydraulique intéressant, important. Un des plus puissants fleuves du monde parce Voilà. que suffisamment alimenté par les cours d'eau du nord et du sud. Tout à fait. Une grande surface, je crois 70% du bassin du Congo. Nous avons disons près de 70% du bassin de la forêt équatoriale. Voilà, c'est la RDC qui possède cela. Et c'est tout ça qu'on présente au monde. C'est tout ça qu'on veut vendre. Mais en réalité, et c'est le plus grand défi, j'estime, la RDC se présente au monde et se vend au monde, mais ne se préoccupe pas de ce qu'elle a comme véritable problème. Elle pense à ce qu'elle a à offrir, à vendre, comme c'est du business finalement, mais ne pense pas au problème qu'elle a et comment elle peut le résoudre. Et c'est à ce niveau-là que se situe le plus grand problème, parce que même si demain, la RDC recevait tous les moyens nécessaires pour faire face aux défis qui sont présentés, notamment parmi nous ici, il y a le fait que les mentalités ne vont pas changer, les attitudes ne vont pas changer, les manières ne changeront pas, et donc les problèmes seront les mêmes, ne vont pas changer. Par contre, ils vont s'additionner, et donc on aura peut-être une nouvelle surface qui va être reboisée, mais l'ancienne surface sera toujours comment dire, la coupe sera va continuer sur la surface qui a des bois entre guillemets matures, et tout cela constitue un défi qui finalement sera séculaire. Considérons que cette fois, on va progresser dans la bonne direction. Bon, on ne fait que je ne suis considérer pas en train de faire l'avocat du gouvernement, mais si on considère par exemple que depuis quelques années, il y a un moratoire sur l'exploitation, l'attribution de nouvelles concessions forestières dans les grands massifs forestiers à partir de la forêt équatoriale, ça commence déjà par le Maniema et dans la province équatoriale, dans l'ouest du pays. Et il faut reconnaître que ça adoucit quand même. Toutes les tentatives d'attribution de nouvelles concessions finissent par un tollé national et international, quelque chose qui joue quand même un peu en faveur aussi de ça, et peut-être aussi d'une certaine politique de régulation de l'exploitation forestière. Mais je voudrais rester justement, je reviens à vous, un moment, M. Désiré Moussassa, sur la dimension même marketing de cette communication. Se proclamer État-solution, dans un pays-solution, dans un contexte de dégradation climatique, de dégradation de l'environnement, est-ce que ça vous paraît beaucoup plus innovant, un discours nouveau, disons un peu comme un réveil? J'ai été à la COP 22, après celle de Paris, c'était à Marrakech. Le discours dans les grandes conférences qu'on donnait, quand vous regardez du côté africain, c'était on attend qu'on nous donne de l'argent, un peu comme ce que monsieur disait là-bas. Le fonds forestier, mais il y a le fonds bleu qui a été initié, qui devait être géré par l'Afrique centrale, le Congo-Brazzaville et la RDC, les autres. Mais ce fonds, on l'a logé à Brazzaville. La RDC a boycotté carrément, qui dit, mais enfin, 70%, près de 70% de la forêt équatoriale se trouve en RDC. Ce fonds, cette banque va venir, vous allez loger de l'argent à celui qui a juste une portion de cette forêt équatoriale, mais vous vous moquez de moi. La RDC a boycotté pratiquement, ça c'est ma manière de parler de ça, mais à la fin, ce fonds bleu boite un peu. Il y a d'autres initiatives qui n'ont pas non plus marché parce que quelque part, ceux qui donnent de l'argent, vous connaissez bien, et je voudrais aussi que vous réagissiez sur cette question là-bas. Les grands pollueurs, on parle du marché carbone, les grands pollueurs, on s'est entendu à une COP qu'ils puissent payer. Vous polluez, vous ne savez pas restaurer, que cet argent aille vers ceux qui peuvent restaurer l'environnement que vous avez détruit, qui plantent des arbres, qui vont reforester et rétablir des terres dégradées au niveau côtier ou je ne sais pas à quel niveau, mais ça ne marche pas. Quand cet argent arrive, c'est beaucoup de conditions. Vous êtes pollueur, vous posez encore beaucoup de conditions quand vous devez donner cet argent pour rétablir l'équilibre climatique. À la fin, il y a comme une sorte de frustration au niveau de ces pays qui n'ont pas du tout trop pollué. J'ai aimé ce que a dit le professeur Djibou ici, il dit attention, nous continuons à polluer, c'est très important. Moi, j'ai toujours pensé aussi, après avoir écouté beaucoup et lu, j'ai toujours pensé justement que nous polluons beaucoup, sauf qu'on ne sait pas évaluer encore en termes de quantité, surtout avec notre cuisine. Mais quand on reste un peu dans ce discours de la RDC, que je considère un peu comme marketing, pays solution, c'est comme si, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, la RDC voudrait dire, mais assez, faites attention désormais. Quand vous parlez des solutions forestières,
de séquestration du carbone par la voie forestière ou par la voie de la tourbe, pensez RDC. Est-ce que ça vous inspire un peu un réveil ou qu'est-ce que vous pensez? C'est excitant d'entendre que le chef de l'État a engagé la RDC comme pays solution. C'est en même temps aussi inquiétant. Je vais m'expliquer. Nous avons un adage populaire qui dit que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Et la RDC a le droit de se targuer d'être un pays solution parce que nous avons la tourbière. Lorsque vous prenez en termes de chiffres, l'espace que notre tourbière occupe, c'est environ 145 000 km². Et comme réserve en carbone, au fait, c'est ça qui est la matière fossile qui nous donne ce culot-là, une réserve de 30 milliards de tonnes de réserve de carbone, ce qui va permettre... C'est plusieurs années de plusieurs années, de carbone. et lorsque nous voulons donner des solutions palliatives, c'est au moins 3 ans d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, du monde, bien entendu, pas de la RDC. Alors, si nous invitons les autres nations à venir vers la RDC, bien entendu, la RDC voit l'argent. C'est en termes de soutien que les autres pollueurs peuvent apporter. Mais laissez-moi vous informer aussi que la première des choses dont vous avez parlé et qui est dépassée, le moratoire qui interdisait qu'on donne les permis d'exploitation forestière a été banni, et il y a déjà 3 grands contrats qui ont été signés dans la forêt pour l'exploitation du bois. La deuxième chose, lorsque vous dites on va donner l'argent, il y a ce qu'on appelle la commission de gestion du fonds des pays de la cuvette centrale, où nous sommes la RDC, nous avons le Congo-Brazzaville, nous avons le Tchad et les autres pays qui nous entourent. Bien entendu, la RDC a fait la grogne parce que cet argent, on pensait qu'on la remettrait à nous parce que c'est nous qui possédions la plus grande forêt. Petite parenthèse, et c'est peut-être aussi dans ce cadre-là, pour se révolter, que la RDC a décidé finalement d'attribuer des concessions, de lever son moratoire. Oui, c'est un peu comme l'a fait Bolsonaro bien entendu, Bolsonaro l'a fait au Brésil, mais quand nous revenons au Congo, c'est le Congo qui a été visé. Toute la communauté internationale a les yeux braqués sur le Congo. Pourquoi? Parce qu'au fait, nous avons, comme le professeur l'a dit, nous avons suffisamment de réserves en oxygène, ce qui est très nécessaire pour la vie sur la Terre. Et si nous gérons bien cette réserve-là, nous avons la forêt, nous avons la tourbière, en les gérant bien, ça demande des fonds. Entre autres, les premiers fonds dont nous avons besoin, ce sont des fonds de conscientisation. Si vous ne conscientisez pas les opérateurs causeurs de ce que nous appelons le réchauffement climatique, s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas de solution. Il faille qu'on donne l'argent, qu'on forme les vulgarisateurs de cette conscientisation qui vont descendre partout, dans tous ces milieux-là, parce que nous ne pouvons pas priver les forestiers de vivre de leur forêt, parce que c'est dans la forêt où ils font la chasse pour s'attraper du gibier. Et aussi, lorsque nous traitons du réchauffement climatique, il faudrait savoir qu'en RDC, nous avons beaucoup de fermiers. Ils ont des vaches, ils ont des cochons, mais ils oublient que lorsque vous élevez une vache, vous élevez un cochon, la bouse que ces bêtes vont produire, lorsqu'elles se mettront en décomposition, elles constituent encore un élément de production de gaz carbonique comme effet de serre. En répondant à la question à laquelle le professeur a donné des voies de solution, où va l'eau que nous avons perdue? Cette eau est consommée parce qu'il y a cet équilibre écosystémique dont les éléments sont en train de faire comme inter-échange. Vous avez ce qu'on appelle le cycle du carbone, vous avez ce qu'on appelle le cycle de l'azote et vous avez ce qu'on appelle le cycle de l'oxygène. Lorsque vous élevez des bêtes, ils doivent produire de l'azote en quantité, et l'azote, je crois que le prof connaît les termes techniques, il y a des composés fluoro, carbure, il y a des composés hydrofluoro qui naissent de cette action-là de la bouse qui est produite. Donc la RDC doit d'abord, de manière interne, s'organiser et chercher l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Nous avons réfléchi Et surtout. pendant ce temps-là, il faut Oui. résoudre le problème de malnutrition ou sous-alimentation. Il Lorsque- faut résoudre l'insécurité. Il faut se développer aussi, non? Oui, le développement et l'alimentation, ce sont des questions qui vont se résoudre lorsque nous avons posé les pieds dans l'environnement. Nous reposons la tête parce que lorsque l'environnement est stabilisé, la nourriture ne posera aucun problème. Merci beaucoup. Je reviens à vous, professeur Jean-Pierre Djibou. Bon, nous sommes finalement dans ce qu'on appelle pays solution. Après avoir entendu les deux interventions, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter dans la compréhension même de ce que veut dire pays solution? Bien sûr, les implications aussi. Merci. Je n'entrerai pas dans des considérations voilà, peut-être très politiques de ces discours. On parle toujours que la RDC, nous sommes très riches. Scandale géologique. On adore de mots. Mais avec une population... Scandaleusement pauvre. C'est ce qu'on dit aussi. Évidemment, moi je suivais de médias occidentaux, ils disaient bien, j'appréciais le mot. La RDC, c'est veut solution, pays solution. C'est vouloir. C'est qu'on n'y croit pas quelque part. Puisque On la peut RDC réfléchir. a affirmé être. On peut réfléchir dans le terme pratique. Il est vrai qu'un pays comme le nôtre, l'oxygène, il n'y a pas de frontières. Ce sont des mouvements de masse, avec des petites notions de géographie, donc des tropiques vers l'équateur, vers les tropiques, voilà. Il n'y a pas de frontières. Ce qui veut dire que tout ce que nous produisons comme oxygène peut satisfaire les autres. Donc nous sommes déjà là, comme solution. Nous échangeons avec les autres. Mais il y a l'autre élément beaucoup plus important, c'est la séquestration de carbone. Nous les faisons encore mieux que l'Amazonie. C'est là que ça joue déjà un rôle important depuis qu'on a installé la tour de flux. On arrive à comprendre qu'effectivement que nous séquestrons beaucoup plus de carbone que l'Amazonie. Donc la théorie de dire que l'Amazonie c'était le premier poumon est en train de changer, oui. Pour dire que c'est la RDC, donc la forêt du bassin du Congo, qui constitue, je préfère parler du bassin du Congo. Ne soyons pas égoïstes, parce que ce bassin du Congo est constitué de Gabon, de la RDC, de Cameroun, Congo-Brazzaville, voilà. De la Guinée. De la Guinée. Donc c'est là que ça demande un peu d'humilité. Quand bien même nous avons une grande partie. Et c'est pourquoi les financements doivent se passer entre ces trois pays pour la gestion. Bon, c'est vrai que ça peut poser comment se fait la gestion, ça c'est autre chose. Mais maintenant, si nous considérons un pays comme la RDC, nous pouvons donner l'oxygène aux autres, nous pouvons séquestrer ce qui vient d'ailleurs. Oui, nous sommes déjà une solution naturelle, certainement. Donc on n'a pas besoin de le dire. C'est connu scientifiquement que c'est cela. Mais comment nous allons être solution par rapport à d'autres avec 320 000 hectares des coupes de bois, des superficies de coupes de bois par année? Ça devient question, c'est-à-dire nous détruisons, nous sommes en train d'annuler la solution. Si chaque année nous devons perdre autant d'hectares. Professeur, est-ce que ce n'est pas là que joue ce discours que j'ai appelé marketing? Si vous emmenez beaucoup de fonds en Amazonie, moi je suis journaliste, quand je vois des financements qui vont dans le domaine journalistique, qui vont dans la zone de l'Amazonie et les financements qui vont dans la zone bassin du Congo, elles sont beaucoup plus importantes en Amazonie que dans le bassin du Congo. Est-ce que ce n'est pas là que ça joue? Mais je pense que ça passe aussi dans les autres domaines forestiers ou je ne sais pas, des préservations de la faune. Est-ce que ce n'est pas là que joue ce discours marketing pour dire, attention, nous sommes pays solution, autrement que la RDC ne se positionne peut-être pas trop sur ce qu'elle peut faire, mais plutôt sur, non, ce qu'elle sait faire, mais sur ce qu'elle peut faire, si désormais on renversait le regard et les actions, comme vous venez de le souligner. Attention, on ne peut faire le marketing, je ne veux pas glisser sur le terrain, que si on donne un bon service.
c'est vraiment dangereux de faire le marketing tant qu'on sait qu'il n'y a pas de bons services. Alors, ce qui est important ici, comment nous gérons les financements? C'est ça l'inquiétude. La RDC, c'est un pays qui a reçu énormément de financements par rapport à la forêt, à la gestion de la forêt. Et je le dis en conséquence des causes, donc, parce que je fais partie effectivement j'ai joué un rôle important et j'ai continué effectivement de le faire avec l'Observatoire du changement climatique. Je suis certain que nous recevons énormément de fonds. Mais il y a un problème de gestion. Ne nous plaignons pas que si cet argent puisse être donné au Rwanda, par exemple, qu'il y a encore un minimum de gestion, que les gens le veuillent ou non, mais il y a quand même une manière d'évoluer dans ces pays et de respecter l'environnement, qui est tout à fait. Prenez le cas de la ville de Lubumbashi, n'allons pas très loin. Pourriez-vous me dire ici un parc vert dans la ville de Lubumbashi? Il n'y en a pas. Une forêt urbaine, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Comment pouvez-vous donner une solution à des milliers de kilomètres? Et ici à Lubumbashi, on n'a pas de solution. Ce sont des discours, je n'aime pas trop entrer dans les détails. Et ce qui nous intéresse maintenant, ce n'est pas parce qu'on veut avoir, je le sais très bien, qu'on a besoin des financements, et quand il y a des financements, il y a énormément de discussions. Nous avons eu un grand projet, effectivement, et sur le projet, nous avons discuté, nous avons envoyé quelques experts du ministère et de la présidence. On se retrouve en Tunis, mais c'était catastrophique. Quand on a des gens qui vous demandent de rester dans des suites et qui imposent la ligne alors qu'on paye tout pour vous. Et quand on discute sur le fond, personne ne vous donne les éléments clés. C'est-à-dire, les personnes qu'on amène pour discuter à l'extérieur ne sont pas des personnes qu'il faut. Il y a une belle-sœur, il y a une cousine, il y a un beau-frère, il y a un ami. C'est le moment de le revoir et visiter le pays, Paris, France, voilà, et c'est tout. Alors, il y a un problème. C'est-à-dire, on a besoin de la bonne gestion. L'argent, nous l'avons suffisamment eu. La ville de Lubumbashi a eu suffisamment de l'argent. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui à discuter énormément avec des autorités parce qu'une partie d'argent est perdue. Donc, c'est un problème réel des sociétés. Donc, pour vous, la première des choses, qu'on se réorganise avant d'avancer. Il faut une bonne gestion parce que vous imaginez, nous avons 1 350 000 kilomètres carrés donc, de forêt, pratiquement 52%. C'est déjà beaucoup, mais là, c'est l'espace, il faut faire attention parce que FAO considère les espaces, même là, on a déboisé. On considère qu'il y aura un cycle de régénération. Alors, en considérant, on prend. Mais en réalité, nous n'avons plus la même superficie. Et ce qu'il faut, c'est que nous sommes censés continuer à le faire. Deuxième élément assez important. Vous avez le premier objectif. Dans une minute, professeur. Je vais y aller. Le premier objectif, on vous dit, en 2030, pour la COP26, nous devons diminuer les gaz à effet de serre. Que fait la RDC pour diminuer les gaz à effet de serre? C'est le premier défi le plus important. Le deuxième objectif que vous avez au niveau des COP26, c'est accroître le financement pour lutter contre le changement climatique, pour les actions au changement climatique. Que fait la RDC uniquement avec son argent, du cuivre, du coltan, de ceci, pour des actions de climat? Ou faudra-t-il tout simplement entendre que ça vient des autres? Deuxième défi assez important, parce que localement, on ne le fait pas. Vous avez également, on vous dit, nous devons intensifier. Donc, si nous devons nous engager, c'est vrai, nous devons aussi intensifier les activités d'action de lutter contre. Mais comment pouvons-nous le faire? Des actions d'atténuation et d'adaptation. Est-ce que c'est appliqué dans ces pays? Troisième défi. Et tout ça, lorsque nous allons vers l'extérieur, nous déposons sur table les cahiers des charges. Voici des chapelets d'intention. Donnez-nous de l'argent parce que nous avons 1 300 000 km² de forêt. Et lorsqu'on vous donne l'argent, vous ne voulez pas justifier, à ce moment-là, on devient méchant. Et c'est dommage. Voilà, fidèle pour clore cette partie. Pays Solutions, finalement, après avoir considéré tous les avis des professeurs Djibou et M. Désiré Moussassa, finalement,
après avoir suivi ça, ça vous inspire quoi? Réalisable ou un rêve? Ou justifié? Justifié, mais ça ne change pas le fait que c'est un rêve. C'est justifié par... Un rêve interdit? Un instant. C'est justifié par le fait que la réalité est là et elle est connue. C'est aussi justifié par le fait que nous en avons des moyens. Ça veut dire, les problèmes en face, nous avons des moyens de nous mettre au front et de dire, voilà, on se bat. Mais c'est aussi de la farce un peu réalisable en réalité. Parce que ce discours n'est pas le premier, même s'il n'a pas toujours été fait avec les mêmes mots. C'est du déjà entendu, mais différemment. Maintenant, est-ce cette fois, comme vous le disiez plus tôt, est-ce que cette fois c'est la bonne? C'est possible. Mais pourquoi on devrait y croire si on a déjà entendu la même chose plus d'une fois et qu'on a vécu la même chose pour toujours, du moins jusqu'à aujourd'hui? Je pense que du point de vue de la faisabilité des choses, je crois qu'on peut se permettre aujourd'hui, et par rapport au déjà vécu, on peut se permettre de dire que ce n'est pas réalisable. Alors, généralement, moi, quand je débat sur la RDC, la gouvernance, et de plus en plus sur la gouvernance forestière ou environnementale, parce que ça m'intéresse depuis plus de 5 ans maintenant, on me classe plutôt du côté pessimiste. Parce que je vois généralement les choses comme ça. Mais depuis que j'ai entendu ce discours Pays Solution, quelque chose s'est réveillé en moi. J'ai peut-être tort. Mais je me suis dit, mais tiens, enfin, ce discours, il me plaît. Il est vrai que dans la faisabilité des choses, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a ce retour permanent des tares de la gouvernance, de la gestion. Quand nous essayons d'y croire, il y a ce retour qui vient, on dit, mais enfin, est-ce que ça ne risque pas de nous rattraper? Mais en réalité, quand vous voyez ce qui se passe dans notre pays, en décembre, j'étais au Rwanda. J'ai parlé avec une agent. Ah bon, je suis devenu un peu féministe. Une agent comment encore? Research Institute, comment ça s'appelle encore en français, j'ai oublié. C'est une grande institution environnementale internationale. Elle travaille là-bas. Elle est venue nous dire ce qu'on fait avec cette institution internationale qui a aussi une représentation à Kinshasa. Et je n'en ai jamais entendu parler. Et c'est à partir du Rwanda que j'ai appris que ça a une représentation chez nous. Et quand vous apprenez ce qu'on fait au Rwanda dans le cadre de restauration des paysages dégradés, incroyable. Je me dis, mais enfin, pourquoi cet argent n'arrive pas chez nous? Et justement, il y a ce problème-là. Il y a des fonds qui arrivent et puis ce n'est pas bien affecté. Mais quelque part, ça réveillait en moi ce désir d'y croire. Mais peut-être qu'il faudrait aussi qu'on change des méthodologies. Plutôt que nous de rester dans le pessimisme, que la société civile que nous représentons tous, professeurs, chercheurs, journalistes, essaye de forcer sur ce qu'on voit ailleurs, sur ce qui se passe ailleurs, pour qu'enfin quelque chose se réalise. Puisqu'en réalité, moi j'ai senti comme une sorte d'injustice envers la RDC. Très sincèrement, j'ai senti comme une injustice envers la RDC. Il y a des fonds qui vont dans tel pays, tel pays, tel pays, mais nous sommes quand même ce deuxième poumon. Oui, le prof a dit, ne soyons pas très égoïstes, le bassin du Congo, ce n'est pas la RDC, c'est 9 pays. Je suis d'accord. 9 ou 13, je ne sais plus. 9. Voilà, c'est sûr. Mais la RDC, c'est la RDC dans le bassin du Congo. Mais il va falloir donc, hein, les ressources sont là, on rétribue aussi, on a parlé de la justice distributive. Sinon, la RDC peut se comporter comme le Brésil. On attribue, on coupe, ça ne va pas arranger le monde. Mais pourquoi on ne peut pas trouver d'autres mécanismes pour résoudre cette question? Bon, on prend quelques questions dans le public s'il y en a, et puis on revient ici pour qu'on aille vers la conclusion. Oh non, commençons par monsieur qui n'a pas parlé. Je vais revenir à vous, docteur. Merci. Je m'appelle Igelin Mouton. Je suis artiste, parfois chercheur également, en communication et blogueur. Alors, je voulais poser la question parce que nous sommes en train de parler de la destruction de notre forêt.
moi, je voulais être plus précis sur cette problématique et surtout de savoir, parce que je suis en face de moi plutôt, il y a le professeur qui est là, qui est actif dans le domaine des luttes contre la forêt et tout. Il n'y a pas 2 semaines, il y a eu un avocat qui a été arrêté parce qu'il a déposé un rapport qui prouve que le parc Kundelungu serait pris par une société de la place. Alors, il est arrêté, il y a eu des problèmes et je ne sais pas encore comment ça suite. Je voulais savoir ce que vous, en tant que professeur, vous faites au cas où les gouvernements n'arrivent pas à vous soutenir, parce que nous savons très bien que c'est ça le grand problème dans notre pays, c'est le soutien. Qu'est-ce que vous faites par rapport à la protection de l'environnement? C'est vraiment la question que je voulais poser. Merci. Merci. Ah oui, brièvement. Suite à la question que vous avez posée au professeur pour dire est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution qui pourrait pallier et nous aider à conserver et à tenir notre environnement sain, parce que la RDC a ses propres fonds, mais ça ne fait rien. Et la RDC reçoit des fonds, mais elle ne fait rien. Personnellement, je pense que cela revient aussi à un problème de l'éducation. C'est que la notion en fait, de la protection doit être vulgarisée au travers tout le monde, que chacun puisse être responsable et se rendre acteur de cet environnement. Parce que si moi, personnellement, je respecte l'espace que j'ai, cela signifie que je contribue. Merci beaucoup. Je viens à vous. Moi, c'est Marc Kepi-Kasabila, membre de la fondation SCJC. En tant que jeune, je voulais juste savoir, parce que devant moi, il y a des professeurs qui veulent nous donner des solutions à propos de l'environnement. Maintenant, je voulais savoir quelles sont des solutions qu'on donne pour que nous, jeunes, nous puissions aussi aider à l'environnement. Merci. Dernière intervention. Merci beaucoup. Je veux réagir aussi par rapport au fait que vous avez soulevé les discours de chef de l'État. Alors moi, ma question s'adresse et aux professeurs, aux chercheurs ainsi qu'aux journalistes. Le problème qui est là, c'est comment on arrive de transformer, c'est-à-dire comment on arrive à faire de la population congolaise une population pragmatique. Au lieu qu'on soit une population qui est dans des discours, dans la proposition de solutions, nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour nous-mêmes. Si le Rwanda a bénéficié des fonds, parce qu'on sait que le Rwanda est une population qui travaille, ils ont été capables d'abord de proposer leurs solutions à eux-mêmes, et puis après, ils ont reçu un soutien. Et nous, alors, Congolais, comment on fait pour devenir pragmatique au lieu de dire des discours qui font plaisir aux oreilles? Merci. En attendant que nos invités répondent, quand j'étais au Rwanda, justement, j'ai posé cette question-là. J'ai dit, j'ai parlé à cœur ouvert avec les journalistes qui travaillent dans le domaine environnemental. J'ai dit, dites-moi s'il n'y a pas de corruption chez vous. Ils ont rigolé. Ça existe. Mais il y a des choses qu'on fait comme au Rwanda, il y a des choses qu'on fait comme au Congo. Ça, c'est une vérité. Bien, professeur? Je commence par ce que vous venez de dire. Il n'y a pas de risque zéro, mais il faut minimiser. Donc, qu'il y ait corruption au Rwanda, et il peut y en avoir au Congo, mais à quel degré? Donc, est-ce que c'est sanctionné? Donc, il n'y a pas de risque zéro, hein, effectivement. Alors, je voudrais revenir, c'est une belle question à notre ami. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous jeunes? C'est quand vous réfléchissez dans le sens de croire que l'environnement est hors de vous, que vous avez tendance qu'on vous donne des solutions. Pourquoi vous vous êtes lavé pour venir? Vous faites de l'environnement. Pourquoi vous vivez de l'eau? C'est de l'environnement. Pourquoi vous avez besoin de l'énergie? C'est de l'environnement.
La Terre est constituée de 3 éléments essentiels. Hein. Vous avez fait ça en physique et en chimie, c'est-à-dire la Terre, c'est les 3 états de la matière. Vous avez une petite couche qui l'entoure, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère. De là, vous avez l'air que vous inspirez. D'ailleurs, on reconnaît ça que quand on est malade, on dit, tiens, on va toucher là. Ah, il continue encore à respirer. Mais quand on continue, on trouve ça une machine normale. Mais vous êtes dans l'environnement. Et c'est votre vie, ça. Et lorsque vous prenez de l'eau tout le temps, votre corps 70% pratiquement constitué de l'eau, vous êtes dans l'environnement. Et là, c'est la couche, que ce soit fleuve, océan, on a plus de 70% aussi de la Terre n'est constituée que de masse d'eau. C'est ce qu'on appelle la partie hydrosphère. Et puis, on a la partie solide que nous appelons la lithosphère, où nous avons les éléments minéraux, le calcium, le sodium et tout ça qui peuvent être tirés par des plantes et nous aider, nous, à nourrir nos organismes également. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous êtes, vous, en tant que vous-même, vous êtes déjà une partie de l'environnement. Alors, lorsque vous intégrez cette notion, ça devient assez important, vous n'allez pas chercher des solutions ailleurs. Vous savez que ça, c'est mauvais. Cracher dans un repas que vous mangez, c'est pas bon. Mais alors, pourquoi vous cherchez le faire ailleurs? Pourquoi vous pouvez cracher ailleurs? Donc, tout ça, ce sont des choses très... Je parle avec de petits mots pour que vous compreniez, en fait. Ne voyez pas l'environnement loin de vous. Et j'ai dit toujours, à chaque fois qu'il y a des conférences ou aux étudiants, c'est un civisme écologique. C'est un civisme écologique. C'est un savoir-être et un savoir-vivre. Alors, quand vous intégrez ça, la vie devient plus facile, l'environnement est dans vous. Quelle solution voudrez-vous? C'est que si vous savez que c'était mal, c'était mal. Il y avait un archevêque ici qui disait, à l'époque, Monseigneur Kabanga, qui disait toujours, si chacun de vous pouvait, avec le peu qu'il a, construit une petite maison comme en Europe, la vie de Lumbashi serait l'Europe. Ah, c'est important. Mais parfois, on a des gens qui ont des moyens, mais qui vous font des maisons incroyables. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas d'architecte et parce qu'il n'y a pas de... Merci, prof. Je reviens à notre ami qui a posé une question assez, en disant qu'est-ce que nous faisons. Oui, c'est vrai. On fait beaucoup de choses. Mais on ne peut pas dire que c'est comme ça. On fait énormément beaucoup de choses. Et on peut être consultant. Nous avons travaillé sur le plan d'adaptation et des changements climatiques au niveau national, mais malheureusement qui n'a jamais été adopté au niveau de l'Assemblée. Donc, on est ici, nous avons par exemple des projets financés par l'Union européenne, et c'est un projet de cofinancement d'1,8 million €, et que le gouvernement provincial devait faire un financement, par exemple, de 800 000 €, mais qui n'est jamais venu. On est à la 6e année. Et combien de fois nous sommes allés discuter, parfois ils vous disent non, 800 000 €, c'est rien, on a beaucoup d'argent, on va le faire. Combien de personnes de l'Union européenne sont arrivées pour ça? Et le projet ne s'est pas avancé parce que nous avons accepté de cofinancer un problème d'environnement qui nous concernait nous, mais malheureusement nous n'avons pas pu continuer comme si le problème était des autres. Il faut être très attentif à ce qui nous concerne, que les autres parlent de nous. Alors, je demanderai quand même, nous avons des jeunes qui peuvent organiser, il y a des étudiants qui ont des clubs d'environnement, et récemment, je pense que vous avez dû participer, si pas vous, et on a organisé au niveau de la Maison de développement durable, et avec les jésuites, une cérémonie, et puis cette fois-ci, on travaille avec les élèves, essayer de voir dans des écoles, les élèves qui font le mieux, et chez eux à la maison et à l'école, pour la protection de l'environnement, pour qu'à chaque fin de l'année, nous puissions primer. Donc on commence à faire des gestes pour dire, bon, peut-être en primant, nous allons faire une étude de compétition, en fait, intégrer cette notion au niveau des enfants. La sensibilisation, certainement, est une bonne chose, mais les gens connaissent déjà que le changement climatique est là, les gens connaissent que ça ne marche pas, mais quand nous intégrons les civismes écologiques, je vous dis, mes chers amis, tout ça roule de soi. Merci, professeur. Monsieur Moussassa. Merci bien. Nous sommes en 1978. J'étais en 6e année primaire à Kipushi, au quartier Katapula, pour résoudre les questions d'environnement, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu une conscientisation collective. On avait demandé à chaque élève de 6e, il y avait 4 6e
d'environ 120 élèves, toutes les 4. Il fallait planter un arbre. Et chaque fois que je vais à Kipushi en visite, je fais toujours un saut pour aller voir cet arbre que moi j'avais planté, arrosé et entretenu jusqu'à ce que j'ai fini. Que faut-il faire pour résoudre la question de l'environnement? Commençons d'abord par nous qui sommes dans cette salle. Aujourd'hui, lorsque nous sortons, ramassons un noyau de mangue que nous aurons consommé, allons le planter dans le coin de la parcelle, même si nous sommes locataires. Lorsque nous serons partis, ceux qui vont rester, ils vont profiter des bienfaits de cet arbre sur le plan de l'environnement. La deuxième chose, ça peut choquer plus d'un Congolais, mais après toutes les recherches que moi j'ai effectuées, je crois que le professeur qui est sur le terrain ne va pas me contredire, le Congolais à lui-même a été, comment je peux dire, c'est quelqu'un qu'on a dénaturé, on a déshumanisé le Congolais. Dans la pensée du Congolais, parce que nous avons connu 2 régimes catastrophiques, le régime mobussien, qui a corrompu pratiquement tous les Aïrois de l'époque, convertis en Congolais, et le deuxième régime qui est arrivé a encore davantage corrompu les Congolais. Et ce qui fait que dans la pensée, ici je voudrais vous dire que je ne fais pas de la politique, mais je parle environnement. Dans la pensée du Congolais, lorsqu'il voit l'argent, c'est pour lui une occasion de s'acheter une voiture, une occasion de se construire une petite maisonnette, une occasion d'envoyer sa femme et les enfants en vacances en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Il faudrait que ça cesse. Alors, comme solution pour que l'environnement marche, non seulement l'environnement... Congolais ou certains Congolais? Certains Congolais. D'accord. Je ne dois pas être excessif. Sinon, vous allez organiser un deuil national. Ah, non, le chef de l'État dit Mboka Ekufa. Ça, ce n'est que partie remise. Alors, il faudrait que nous puissions réfléchir en termes de solutions. Je crois que le Congolais, après 62 années d'indépendance, nous avons encore besoin de cette coopération internationale. Nous avons besoin des coopérants étrangers, qu'on ne se voile pas la face. Le Congo en a encore besoin, même sur les 10 années qui vont suivre. Monsieur Moussassa, merci. Fidèle Bouirondé, tu vas récupérer ta minute d'intervention sur ces questions, mais en même temps, on commence le dernier tour de conclusion. Alors, quelles peuvent être les propositions à RDC Pays Solutions? Quelles propositions? On doit finir par là. Que la RDC est déjà en train de présenter beaucoup de possibilités exploitables. On a parlé de ce que nous avons comme forêt, de ce que nous avons comme réseau hydraulique. Nous avons tout ça qu'on peut bien exploiter, mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Et je crois également que la RDC devrait peut-être aussi présenter cette fois-ci une bonne politique au monde. Parce que généralement, nous sommes en train de... habituellement, nous avançons vers le monde avec des charges à présenter, mais rarement avec une politique de gestion de ce que nous récoltons. Et certains nous font moins confiance parce que non seulement on n'a jamais fait preuve de bonne gestion, preuve d'efficacité et d'efficience dans la gestion de tout ce que nous recevons, mais aussi parce que les résultats sur le terrain, il n'y en a pas. Je crois que désormais, il faudrait que la RDC avance avec des charges, mais également avec une véritable politique qui ne fait pas que attirer les fonds, mais présente aussi comment seront canalisés ces fonds-là. Il faudra que nous, Congolais, aussi apprenions à faire partie de la solution que du problème. Et donc, quand on dit nous sommes pays solution, c'est déjà bien. Ça donc, on a commencé à faire partie de la solution. Ça ne suffit pas. Puisque vous l'aviez dit quand vous commentiez il y a peu, vous êtes en train de vous accommoder à ces beaux discours. Voyez-vous? Et c'est même ça, au fait, le marketing. Nous amener à adhérer à des propos. Mais moi, je voudrais qu'on nous amène à adhérer à des actions. Et c'est ce qui manque, au fait. Tous pouvons acclamer ces discours-là. Et il est beau, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il représente? Quel est son poids en termes pratiques? Et moi, je pense qu'on devrait nous amener, scientifiques, journalistes, chercheurs, communautés ordinaires, je vais dire, mais c'est tout le monde, les citoyens lambda, qu'on nous amène à adhérer à des actions et non simplement à des discours, puisque des beaux discours,
On les a entendus en politique, le lendemain on a insulté, on a pleuré. On les a entendus en ceci ou en cela, et on les entend maintenant en matière environnementale. En attendant, on devrait commencer à poser des actions nous-mêmes déjà. Et ces actions-là, c'est comme les professeurs et les chercheurs l'ont suggéré ici, que nous puissions nous-mêmes commencer par changer, puisque, comme le disait Gandhi, nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Merci, M. Moussassa. La solution majeure réside dans un seul mot, la gestion. La gestion au niveau individuel et la gestion au niveau collectif. Lorsque vous entendez parler des intervenants, les gens sont déjà informés qu'il y a un problème d'environnement. Que faire pour résoudre cette question? Travaillons dans la gestion, c'est-à-dire il faut cibler les bons acteurs. Il faut cibler les personnes qualifiées. Vous voyez par exemple le professeur, il a le pied marin dans ce domaine. C'est quelqu'un que je connais personnellement, peut-être qu'il m'a oublié. Il est aussi d'une probité morale appréciable. Ce sont des gens comme lui qu'on peut cibler et à qui on va confier des fonds. Ils vont les gérer, nous allons voir des résultats sur le terrain. Peut-on aussi envisager un peu de coercition parce J'en arrive. Des coercitions si nous étions en dehors de la RDC. Mais comme c'est en RDC, il faut éliminer ce terme parce que ça fait 50 ans que personnellement, j'entends ce mot, mesure coercitive, la solution des grandes envergures sans solution sur terrain. Je commençais à espérer. Il faut espérer, continuer à espérer. Professeur Jean-Pierre Djibou. Merci à notre co-débatteur pour de beaux mots. Et je voudrais simplement vous dire, mais c'est pas non plus facile quand on veut travailler correctement dans un pays comme le nôtre, c'est-à-dire vous jouerez un rôle difficile. Hein? Et ce qui est important que je voudrais donner comme un mot de tout ce que nous avons dit aujourd'hui, notre ami a parlé de la gestion, je veux revenir là-dessus. Je pense que la meilleure solution serait de planter un arbre dans notre tête, l'arbre de conscience et de responsabilité. Et tant que nous n'aurons jamais fait cela, c'est difficile. J'entends parfois dans beaucoup de conférences les Congolais se plaindre, parfois si vous êtes avec d'autres nationalités, que bon, vous parlez mal de notre pays. Je n'ai pas de choix par expérience, je ne suis pas un homme. Loin de ça, je suis acteur à l'intérieur. Donc il y a des choses que je vis et que je gère et je me rends compte que je vis avec une société hors de commun. Et parfois, ils vous poseront des questions assez difficiles. Plantons cet arbre des consciences et des responsabilités dans nos têtes et vous verrez bien que nous allons passer par les savoir-vivre et les savoir-être. Et les civismes écologiques s'installent. Une fois ils s'installent, notre société au niveau de l'environnement commence à décoller progressivement. Vous trouverez plusieurs personnes, des étudiants ou même dans une grande conférence à l'université, vous parlez d'environnement. Dès que vous avez fini, c'est comment jamais dit, on jette par terre. Mais c'est l'orateur qui l'a dit, mais il jette par terre. Est-ce que c'est un problème et il n'est pas intelligent? Non, c'est culturel. Parce qu'on a considéré la nature comme notre poubelle. Et ça doit prendre du temps pour qu'on change la culture. Le changement de la culture, c'est aussi une autre matière. Donc, nous avons la facilité, soit d'accord, vous trouvez des fleurs, comme ici, je vois peut-être des beaux fleurs. Vous, quelqu'un qui est à côté, en train d'arracher des feuilles. Et il le fait presque involontairement, innocemment. Une fois vous regardez là, il y a une centaine de feuilles. Et lui-même ne sait pas pourquoi il l'a fait. Mais c'est un acte de criminalité, parce que c'est une espèce que vous détruisez. Donc ça doit prendre, lorsqu'on comprendra que les chats, je dois l'aimer, la souris, je dois l'aimer, lorsque je regarde un chat, je l'apprécie, je dis que c'est beau, les chats, tu es beau, je lui fais de mots, alors je commence à devenir comme Dieu, parce que c'est ça l'amour désintéressé de Dieu. Il n'a pas l'amour intéressé. Je crois que nous avons l'obligation de cultiver notre civisme écologique afin de pouvoir continuer à faire mieux, et mieux davantage en ce qui concerne l'environnement congolais. Merci beaucoup, professeur Jean-Pierre Djibou. Merci beaucoup, monsieur.
Nous sommes malheureusement arrivés à la fin parce qu'il est 19 h. Nous sommes largement au-delà du temps imparti. Merci beaucoup à l'Institut français qui a donné ce cadre et qui a organisé ce débat dans le cadre de la Nuit des idées. Et merci à vous qui avez participé, chers invités, professeurs, fidèles, Monsieur Moussassa. Alors, une parole à Madame la directrice? Non. Bien, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt.